Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Laisse-moi commencer par te poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que tu évalues ta capacité à demander de l'aide ? Entre nous, moi je pense que ça doit être à peu près aux alentours de 3 ou 4. Voilà. Tu sais, les cordonniers, toujours les plus mal chaussés. Donc, aujourd'hui, le cœur de cet épisode, ça va être sur cette notion de savoir demander de l'aide. Se demander pourquoi est-ce qu'on est conditionné à se débrouiller tout seul ? Pourquoi et quand, surtout, est-ce qu'on devrait demander de l'aide ? Et enfin, je te partagerai 3 anecdotes où j'ai demandé de l'aide ou pas, pour des bonnes raisons ou pas, mais ça, je te laisserai le découvrir à la fin de cet épisode. Demander de l'aide, c'est lié vraiment à des conditionnements à la fois éducatifs et sociétaux. On ne peut pas le nier, nous sommes élevés, en tout cas quand on est élevé dans une culture occidentale, on est quand même élevé dans une forme de culture de l'indépendance. Et là, il faut faire la différence entre l'indépendance et l'autonomie. À mes yeux, l'indépendance, ça va être de valoriser, voire même survaloriser la capacité à se débrouiller tout seul, jusqu'à refuser d'avoir besoin des autres pour résoudre nos problèmes. Alors que l'autonomie, ça va être légèrement différent. Ça va être d'avoir cette capacité à prendre nos décisions, à prendre soin de nous, à résoudre nos problèmes, mais à savoir quand il est nécessaire d'appeler à l'aide. Et en réalité, quand tu regardes un petit peu ça, je sais pas toi, mais en tout cas pour moi, j'ai été élevée à me prendre en charge seule, à me démerder toute seule, et quitte à courir à la catastrophe. Parce que je n'ai pas appris à évaluer les moments où il était nécessaire pour moi d'avoir de l'aide, de solliciter de l'aide. Et je te dis ça, ça me fait un peu mal de l'avouer. Mais il y a aussi une autre question qu'on peut se poser par rapport à cette éducation et à la société occidentale dans laquelle on vit, c'est que on prend toute forme de vulnérabilité pour de la faiblesse. Alors reprenons aussi d'un point de vue un peu plus définition, si tu veux, c'est pas forcément très agréable, mais regardons un petit peu ce que c'est que la faiblesse. La faiblesse, ça va être une incapacité à répondre aux attentes ou aux exigences sociales qui va impliquer un sentiment d'insuffisance ou d'impuissance ou d'impuissance. Elle est souvent perçue comme un manque de valeur, comme un défaut, et par réaction, on va dépasser nos propres limites et pour pas avoir l'air faible, on va pas demander d'aide. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors que la vulnérabilité, ça va être la capacité à reconnaître nos émotions telles qu'elles sont, sans s'auto-juger ni se critiquer soi-même. Donc en faisant taire, tu sais, ce petit critique intérieur qu'on montre souvent du doigt. Et avoir cette capacité à partager nos difficultés, même si on se sent exposé. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça ? Déjà, rien que ça. L'indépendance, l'autonomie, t'es de quel côté du curseur ? La faiblesse, la vulnérabilité, pareil. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ces notions-là ? Pour ma part, et en toute honnêteté, je suis quelqu'un qui... J'ai été élevée pour être forte. Je me suis sentie avoir été élevée, c'est un peu compliqué comme formulation, pour être forte. Pour masquer, pour cacher ce qui ne va pas, et pour continuer d'avancer un petit peu comme une bourrique. Continue d'avancer quoi qu'il arrive.
Comment tu te sens par rapport à ça? Comment toi, ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as internalisé, j'ai envie de dire, comme type de comportement? Est-ce que toi, on t'a autorisé quelque part, tu t'es senti autorisé plutôt à montrer quand ça n'allait pas? Est-ce que tu t'es senti autorisé, soutenu à montrer quand tu avais besoin d'aide, à l'exprimer? Je, je trouve que c'est quand même un questionnement important à avoir maintenant. Parce que là, tu m'écoutes, t'es pas un gamin, t'es pas une gamine, t'es un adulte, t'as ton histoire, ton vécu, tes traumas, tes comportements internalisés. Et so what? Eh bien, t'as la possibilité en fait de évoluer, de faire changer les choses. T'as cette possibilité en toi, cette capacité de décider de faire les choses autrement. Ce que je veux t'amener à faire par ce questionnement, c'est de t'interroger sur ces notions-là. T'interroger sur tout ce que tu as déjà internalisé, quel que soit ton âge, mais en prenant en considération le fait que tu es adulte. Parce que l'internalisation, c'est pas une malédiction. Ça se déconstruit. Mais pourquoi je parle d'internalisation? C'est parce que dans cette internalisation-là, on va aussi amener une peur du jugement. On va imaginer qu'on va être jugé si on demande de l'aide pour telle ou telle chose, parce que, par exemple, on pourrait imaginer que c'est pas important. C'est pas important. Notre problème n'est pas important. Il y a plus grave. Je sais pas si. Moi, je me souviens quand j'étais gosse. Alors, mes parents m'ont jamais dit ça, mais j'avais des copains qui avaient des parents qui leur disaient ça. Donc moi, j'ai grandi dans les années 80 et il y avait eu une période où on donnait du riz pour la Somalie. Et donc, j'entendais à la cantine, et mes copains avaient des parents qui leur disaient ça à la maison, c'est finis ton assiette parce que tu te rends compte, en Somalie, ils ont pas à manger. Et moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule comme argument, mais au final, ça amène à se juger soi-même et se dire ah ben non, mon problème, il est pas important. C'est pas vraiment un problème. Parce que, par exemple, il y a, j'en sais rien moi, il y a des femmes qui se font violer. Il y a des femmes qui se font tuer par leur conjoint. Donc en fait, non, moi ça va, ma relation, elle est bien. Je suis pas morte. Enfin, on fait comme ça des comparaisons, mais qui ont ni queue ni tête. Mais on les fait naturellement parce que quelque part, on va se dévaloriser et puis on va se dire, mon problème est pas important parce que, au final, c'est moi qui ne suis pas importante. Donc, il faut vraiment faire cet état des lieux et se dire, ok, revenons aux faits. Est-ce que c'est normal si... Moi, je t'ai parlé un petit peu de certaines choses qui se sont passées avec mon ex-mari. J'ai donné mon exemple. J'aurais pu me poser cette question. J'avais pas la capacité de le faire, cela étant, je me jette pas la pierre. Mais j'aurais pu me demander, est-ce que c'est normal si, je passe mon temps à m'auto-casser, donc à faire des vannes sur moi, et incroyablement dur les vannes. Parce que ça évitait que ça vienne de la part de mon ex-mari. Est-ce que c'était normal? Maintenant, je te dirais que non. Est-ce que c'est normal de devoir, je ne sais pas, avoir le dîner qui est prêt dès que monsieur rentre, parce que tu comprends bien, tu ne travailles pas, donc tu dois être à sa disposition? Est-ce que ça, c'était normal? Est-ce que c'est normal, par exemple, qu'il t'insulte et te rabroue en public? La réponse, c'est non, hein. Si jamais ça t'arrive, la réponse, c'est non. Non, ce n'est pas normal. Mais c'est vrai que c'est des choses, quand on les vit, on a la tête dans le guidon et on internalise, et puis quelque part, on trouve qu'on a de la chance quand même, parce que, tu sais quoi, y a des femmes, elles se font frapper. Et moi, ils me frappent pas. Donc en fait, ça va, ça se passe bien en vrai. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Je trouve que c'est important de réussir à se regarder dans le blanc des yeux sans se juger
et de se demander si les situations qu'on vit sont normales. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour, changer les choses. Voilà. Donc, entre nous, moi, déjà, j'osais pas faire face à ce qui se passait, mais en plus de ça, j'avais honte. J'avais honte d'avoir des problèmes parce que sur le papier, j'avais le mari idéal, j'avais la vie idéale, j'avais tout qui était idéal sur le papier. Mais entre le papier et la réalité, c'était pas ça. Mais j'avais honte. Et qu'est-ce qui m'a empêché de me rendre compte, ne serait-ce que me rendre compte que j'avais des problèmes et que j'avais besoin d'aide? C'était la honte. La honte par rapport aux attentes que j'imaginais que les autres avaient par rapport à ce que je vivais. Par rapport à l'idéalisation de ce que je vivais. Donc, j'avais honte d'être en situation d'échec. Et maintenant, je me rends compte que c'était une connerie entre nous. Hein. Une pure connerie. Alors, quand est-ce qu'on doit demander de l'aide? Dès que t'en ressens le besoin, est-ce que c'est une bonne réponse? Tu peux faire ce bilan, te demander si tu as besoin d'aide, déjà quand tu as l'impression que ta santé mentale, elle est en jeu. Et là, je vais être hyper claire. Quand ta santé mentale, elle est en jeu, tu vas pas voir une coach. Voilà, désolée, hein, mais je me tire peut-être une balle dans le pied, mais quand ta santé mentale, elle est en jeu, tu vas te faire adresser à un psychiatre. Tu vas voir ton médecin traitant, et tu lui en parles, et tu te fais adresser à des professionnels de santé mentale. On déconne pas, en fait, avec la santé mentale. Alors, même si moi j'ai beaucoup déconné avec la mienne, mais justement, d'expérience, on ne déconne pas avec la santé mentale. Et pour avoir pas mal de warnings intérieurs en ce qui concerne cette fameuse santé mentale, je t'avoue que pour ma part, les personnes qui viennent discuter avec moi, et quand je sens le moindre soupçon de dépression, déprime, burn-out, que sais-je, j'essaye d'aborder les choses avec autant de diplomatie que possible, mais je le signale, je le dis à la personne avec qui je discute, je lui dis, par exemple, est-ce que tu as pensé à aller consulter quelqu'un pour t'aider spécifiquement sur ce deuil que tu traverses, sur ces problématiques que tu as au travail? J'ai l'impression que tu es très fatigué. As-tu pensé à aller rencontrer ton médecin traitant, et voir ce qu'il en pense, voir comment il peut t'accompagner? Bah oui, je fais ça. Moi, je fais ça parce qu'en fait, la santé mentale, c'est extrêmement précieux. Et il est absolument impensable pour moi de me croire avoir les capacités d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre. Ce sont des études que je n'ai pas faites. C'est un savoir-faire que je n'ai pas. C'est un savoir-faire que je n'ai pas validé auprès des institutions françaises. Donc, c'est non. Voilà. C'est important pour moi de faire ce point-là parce que je pense que y a certains coachs qui ne le font pas, qui vont se prendre un petit peu pour des presque dieux, des tout-puissants, et qui vont se dire « Ah, mais t'essayes de se remettre d'un viol? Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai une super méthode pour nettoyer les traumas. » Bah écoute, d'abord, en fait, fais-toi adresser à un spécialiste de la santé mentale, des traumas, et ensuite, je viendrai t'aider. Si tu en as envie, évidemment. Mais non, je ne... Pour ma part, je me refuse à prétendre pouvoir accompagner des situations pour lesquelles je ne suis pas formée et pas reconnue de façon institutionnelle. Mais pour quelle autre raison, en fait, tu pourrais te dire « Tiens, là, j'ai besoin d'aide ». Par exemple, quand tu rencontres des difficultés dans ta vie personnelle, ta vie amicale, ta vie professionnelle. Les difficultés pourraient être, par exemple, liées à, je sais pas moi, des problèmes de reconnaissance. Parce que souvent, enfin moi je me rends compte, c'est que
On se sent peu reconnu quand on se reconnaît pas soi-même. Donc pour ça, effectivement, tu pourrais te faire accompagner, tu pourrais demander de l'aide. Tu pourrais demander de l'aide parce que tu as l'impression que tu parles dans le vent, qu'on ne t'écoute pas, et que, pour le coup, tu n'arrives pas à prendre ta place. Tu peux demander de l'aide pour ça. Tu peux demander de l'aide pour justement arrêter de hurler. Je suis en train de penser à une nana que j'ai connue dans un conteneur de coaching qui est coach parental et qui aide les mamans débordées avec leurs petits de moins de 3 ans, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et justement, pour arrêter de s'épuiser à hurler. Bah oui, en fait, on peut le faire. On peut se faire aider pour ça. Tu peux également ressentir que tu as besoin d'aide quand tu es dans une période de transition, de changement. Quand, par exemple, tu es en train de changer de boulot, que tu décides de changer de carrière. Effectivement, pour ça, tu as également des coachs qui vont pouvoir t'aider pour cette transition-là, des coachs en reconversion professionnelle. Et en fait, quand on ressent le besoin. C'est vrai que moi, pour ma part, j'aide principalement des femmes qui ont du mal à trouver leur place, qui ont du mal à reconnecter à la puissance qu'elles portent. Alors je sais que ça fait un petit peu baragouin de coach, mais pour avoir vécu complètement en dehors de mes chaussures, en dehors de mon ancrage et en dehors de moi-même, pour avoir été, si tu veux, un peu zombifiée pendant très longtemps, je sais à quel point c'est important d'être connecté à soi, d'avoir confiance en nos talents. Et c'est là-dedans vraiment que j'accompagne principalement mes clientes. De retrouver leur confiance en elles, de la réclamer comme étant un droit de naissance, d'avoir confiance en soi. Pareil, la confiance en soi, c'est hyper galvaudé comme expression, mais c'est la base de tout. Parce que quand tu as suffisamment confiance en toi, quand tu la réclames comme un droit de naissance, bah, tu poses tes limites. Quand tu poses tes limites, ben, t'arrêtes d'être abusé. Quand tu poses tes limites, tu as cette connexion à toi-même qui te permet d'éviter d'aller à la catastrophe, d'éviter d'aller droit dans le mur. Enfin, en fait, tout découle de là. Voilà. Parce qu'en fait, mon conseil, c'est surtout, ne fais pas comme moi. Moi, je suis d'une nature à pas à attendre que ce soit trop tard, mais à toucher le fond pour pouvoir ensuite rebondir. On pourrait te l'expliquer d'un point de vue astro, même si, encore une fois, enfin, c'est quelque chose que je dis assez régulièrement, je ne prends pas l'astrologie comme une fatalité, mais c'est vrai que il y a certaines caractéristiques chez moi qui font que je suis quelqu'un qui a besoin d'aller toucher le fond avant de rebondir. Ça me met vraiment pas dans des situations confortables, mais ouais, c'est ça. J'ai besoin de me fracasser au fond pour pouvoir avoir l'élan. Et s'il te plaît, fais pas comme moi. Et nerveusement, c'est pas facile, hein. En tout cas, voilà. J'ai quand même 3 histoires à te raconter. 3 éléments de vie où j'ai demandé de l'aide ou pas. Et je vais commencer par le premier, où justement j'ai demandé de l'aide. J'avais 16 ans, j'ai mon meilleur ami qui s'est retrouvé avec le lycée ado. Parce que il avait fait son coming out. C'était à la fin des années 90, et même si on n'est pas franchement beaucoup plus tolérant maintenant, eh bien à l'époque, c'était pas l'idée du siècle. Et donc il a commencé à se faire harceler. Je me suis dressée entre les harceleurs et lui pour le protéger. Entre certains profs aussi et lui. Enfin, c'était une période extrêmement compliquée et je l'ai protégé de toutes mes forces. Je l'ai vraiment protégé de toutes mes forces. Je le lâchais pas d'une semelle. Si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais j'ai vraiment mis toute mon âme pour le sauver. Jusqu'au jour où il a fait une tentative de suicide. Et là, je me suis effondrée en fait. Je me suis effondrée, ça a été trop pour moi. Et j'ai été ramassée par une jeune... moi j'étais en première, elle était en seconde.
Et, et ensuite, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à ma mère, maman, il faut que je voie quelqu'un. Maman, il faut que j'aille voir un psy parce que là, ça va plus. Alors oui, il y avait toutes ces histoires de lycée avec mon meilleur ami, mais il y avait également le fait que j'étais, comment dire, en pleine tempête en termes de talent naturel, talent intuitif, si je puis dire. J'étais submergée, en fin de compte. C'est assez compliqué à expliquer, mais si tu veux, j'étais dans l'hyper-empathie, mais dans le sens où, sans me contrôler et sans rien contrôler, j'étais plongée dans les corps de tout le monde. Toutes les personnes autour de moi, je plongeais dans leur corps et je sentais où ça faisait mal. Et je voyais ce qui s'était passé. C'était une tempête incroyable, extrêmement difficile à vivre seule. Et donc j'ai supplié ma mère de me laisser aller voir un psy. Et j'ai pu aller voir un psy pendant 3 mois, parce qu'après on a déménagé. Ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, il se trouve que c'était un psychologue qui avait également des capacités, si je puis dire. Enfin, en tout cas, qu'il les connaissait et qu'il les développait. Donc, il a pu m'accompagner également par rapport à la prise de recul sur le développement, on va dire, de mes talents naturels, qui c'était très très lourd à porter. Imagine-toi, par exemple, une fois, j'ai croisé quelqu'un et j'ai vu en fait un SDF sous un Porsche. Et je l'ai vu en flammes. C'est au moment où j'allais en séance avec mon psy. Je l'ai vu en flammes et j'arrive au cabinet, j'étais en larmes. Et il me dit: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu?» Et je lui explique. Et il me dit: «Mais c'est incroyable, il y a eu un feu hier et c'est peut-être quelqu'un qui a refusé de se faire soigner». Voilà, le genre de choses que je voyais. Je sentais la douleur chez tout le monde, en fait. C'est très, très dur. Et donc mon psy m'a aidée, m'a aidée rien que parce que je pouvais parler. Je pouvais expliquer ça sans qu'il appelle Sainte-Anne, c'était plutôt pratique. Mais voilà, là j'ai su demander de l'aide. J'ai eu l'espace pour demander de l'aide. Et j'ai reçu de l'aide. Ça m'a fait beaucoup de bien. La deuxième anecdote, c'est je venais d'avoir le permis, donc j'avais 29 ans. Oui, j'ai eu le permis tardivement. Grande traumatisée de la voiture. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mon mari. Pour des raisons qui m'appartiennent, je vais pas extrêmement m'étendre parce que c'est quand même extrêmement intime aussi. Disons que je ne me satisfaisais pas. Voilà, si tu lis entre les lignes, je pense que tu as tout à fait compris. Je ne le satisfaisais pas et je voyais bien que j'allais le perdre. Et moi, comme j'étais éperdument amoureuse de lui, je voulais surtout pas le perdre. J'étais à la fois éperdument amoureuse de lui, mais en plus de ça, j'étais terrorisée parce que j'avais pas de possibilité de repli. J'avais pas de boulot, je venais d'avoir le permis, mais j'avais rien à moi. Donc ça a l'air un peu dégueulasse, dit comme ça, c'est un peu genre, elle essaie de reconquérir son mari parce qu'en fait, elle est dans la merde. C'était pas vraiment comme ça, en fait. J'ai voulu réparer notre relation parce que j'avais l'impression que j'allais le perdre. Et il se trouve qu'en plus de ça, effectivement, j'étais flippée parce que j'avais aucune possibilité de repli ou de quoi que ce soit. Et j'ai donc commencé un processus, je sais pas comment le dire. Je suis allée voir une kinésiologue. Mais là, tu vois, maintenant, presque 15 ans plus tard, pas tout à fait, parce que j'ai pas encore 43 ans, je me rends compte que j'ai demandé de l'aide pour les mauvaises raisons. J'ai demandé de l'aide pour réparer quelque chose d'extérieur à moi. Parce que clairement, quand j'ai rencontré la kinésio, je lui ai dit, voilà, je suis en train de perdre mon mari. J'ai demandé de l'aide par peur. Sachant que la relation était quand même déjà pas faux folle, en termes de harcèlement moral, etc. C'était pas foufou,
Mais j'étais tellement terrorisée à l'idée de le perdre que l'idée, c'était de le récupérer. Et là, je trouve que j'ai pas demandé de l'aide pour les bonnes raisons. Je pense que j'aurais dû demander de l'aide pour moi. Je pense que j'aurais dû y aller pour moi. Je pense que la motivation aurait dû être intérieure. Par exemple, aller voir la kinésio en lui exprimant le fait que j'ai des problèmes d'intimité qui me minent, qui me plombent, et que j'ai besoin de nettoyer tout ça pour pouvoir aller de l'avant et avoir une vie plus épanouie. Mais j'ai pas fait ça pour ça. J'ai fait ça pour garder mon mari. Voilà. Guess what, ça a pas marché. Enfin, ça a pas marché dans le sens où ça n'a pas été, ça n'a pas eu l'effet que je voulais. C'est-à-dire que moi, je voulais pouvoir entre guillemets le satisfaire, et puis bah lui, il a trouvé d'autres manières. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a pas du tout épanoui en fait de faire ça. Là où ça a été intéressant entre guillemets pour moi, c'est que ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. J'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré, et de fil en aiguille, j'ai rencontré mon enseignante Reiki, etc. Donc là, ça m'a... Je regrette pas d'être allée voir la kinésio, mais je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Et la troisième histoire, ben c'est mon burn-out. J'ai fait un burn-out il y a 2 ans. En fait, il s'est déclenché il y a 2 ans. Il y a presque 2 ans et demi même. Et j'ai pas su lire les signes. J'ai pas su lire les signes, et c'est mon corps qui a parlé. Et c'est mon corps qui m'a immobilisée. Pour te dire, en fait, j'ai commencé... Mais c'est drôle, hein. Pense toujours à ça, le langage du corps. Le langage du corps est incroyable. Parce qu'en fait, moins tu l'écoutes, plus il s'exprime. Et pour ma part, eh bien, j'ai commencé par déclencher une épine calcanéenne. Je sais pas si tu connais, en fait, c'est une excroissance osseuse que tu vas produire au niveau de ton talon suite à une forme de tendinite, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est hyper douloureux. Plus tu marches dessus, plus ça fait mal. Et donc voilà, j'ai déclenché une épine calcanéenne et j'ai commencé à traîner la patte au sens propre pour aller au travail. Parce que j'avais trop mal. Mais même ça, je l'ai pas compris. Et puis, ce qui a déclenché mon premier arrêt pour burn-out, c'est suite à une réunion, parce que j'étais AESH, donc accompagnante d'élèves en situation de handicap. J'étais AESH dans un collège, et j'avais eu une réunion avec ma responsable, le patron du collège, la maman de l'enfant, puis je sais plus qui, enfin le gamin qui était là aussi. Et en fait, j'ai pas été entendue, et ça a été trop, quoi. Déjà que le collège était très mal dedans, mais alors là, le fait de ne pas être entendue, je suis sortie, alors j'ai eu ma réunion, puis genre le lendemain, j'avais fini la matinée par un cours d'anglais, et la prof, que j'aime beaucoup, j'ai travaillé qu'1 an dans ce collège, mais la prof que j'aime beaucoup, dont j'admirais énormément la pédagogie, me dit à la fin de l'heure, Flora, vous avez changé. Flora, vous n'êtes pas plus aussi joyeuse qu'avant. Il y a quelque chose qui va pas. Et moi, poker face, non, tout va bien. Et on discute, et puis je retourne à ma voiture. Ma jambe pliait plus. Oui, parce que j'avais mon épine calcanéenne au pied droit, et j'ai développé des douleurs dans la jambe gauche. Vas-y, tu boites des 2 jambes. Incroyable. Donc je me suis retrouvée dans ma voiture, ma jambe pliait plus, et j'ai pleuré. J'ai pleuré 1 demi-heure. J'ai pleuré, j'arrivais plus à partir. J'arrivais plus à partir. Je pouvais plus partir. Je pouvais plus rentrer chez moi parce que ma jambe ne pliait plus. J'ai fini par réussir à rentrer, et je suis pas allée au travail. J'avais 1 heure de cours l'après-midi. Je suis pas allée au travail. J'ai prévenu la prof avec qui je bossais. J'ai prévenu le gamin. Et j'ai prévenu le collège, évidemment. J'ai appelé mon médecin, et mon médecin m'a dit « Madame, vous faites un burn-out ». Et moi, j'étais dans l'idée que le burn-out, c'était pour les faibles. Je dis « Mais non, je fais pas un burn-out ». Je lui dis « Non, j'ai des tendinites, mais je fais pas un burn-out ». Il me dit... Puis j'ai commencé à parler des gosses, et j'ai commencé à pleurer, en fait, parce que j'étais terrorisée à l'idée de les laisser, parce que je savais qu'ils avaient besoin de quelqu'un, que je n'allais pas être remplacée. Enfin,
J'étais complètement envahie en fait de culpabilité. Il me dit mais vous faites un burn-out. Je dis du coup je fais quoi? Il me dit déjà vous n'allez plus au boulot. Ok. Donc j'ai été arrêtée pendant 6 semaines et puis en fait il avait fait en sorte d'arrêter, de finir mon arrêt au moment du début des vacances pour que j'aie 8 semaines de pause. 8 semaines horribles pendant lesquelles je passais mon temps à culpabiliser. J'ai repris le boulot et je me suis refait arrêter au mois de mai. Parce qu'en fait là, je me suis mise à pleurer au travail. Je tenais plus. J'ai failli coller une baffe à un troisième qui m'avait manqué de respect. Là, je te dis les choses, mais nature peinture. Hein. J'en pouvais plus. Je rêvais d'aller écrabouiller des élèves, en fait. Pas les miens, pas les petits, parce que moi j'étais avec des sixièmes. Mais les troisièmes, là, j'en pouvais plus de leur manque de respect, j'en pouvais plus. J'étais trop heurtée, en fait, par tout ce qui se passait. J'étais trop heurtée par mon implication et le fait que, je voyais bien que mes gamins n'allaient plus être suivis en 5e et que ça me faisait peur et que ça me faisait chier, clairement, parce que ces gosses méritaient d'avoir de l'aide, parce que c'était pas des débiles. Faut qu'on arrête de penser que les gosses qui sont 10 sont cons. Il faut arrêter de penser ça. Et j'étais révoltée. Et je me suis fait arrêter à nouveau. Je suis retournée chez le médecin. J'ai pas eu besoin de jouer la comédie ou rien du tout. Hein. Il a vu mon état, je lui ai expliqué, et il m'a dit « Mais madame, mais vous êtes au bord du suicide ?» Et j'ai pas compris. Et pourtant, je pense qu'on peut pas être plus clair. Je pense qu'il ne pouvait pas être plus clair dans ce qu'il m'a dit, c'est « Madame, vous êtes au bord du suicide ». Il m'a dit « Je devrais vous faire interner, je vous laisse rentrer parce que je sais que vous êtes entourée. » Voilà. Et je me suis pas fait aider. Et ça a été une connerie. Ça a été une connerie. Parce que j'étais convaincue de pouvoir m'en sortir toute seule. Parce que malgré tout, même si c'était mon 2e arrêt pour burn-out, malgré tout, j'étais convaincue que le burn-out, c'est un truc de faible. En fait, j'étais en train de mourir à petit feu. J'étais en train de mourir. Ma santé mentale, on n'en parle même pas, parce qu'en fait, c'était ça qui partait en couille. Ma santé physique, pareil, j'étais bouffée de tendinite. Mon épine calcanéenne, elle vivait sa meilleure vie. Ah oui, non, c'était horrible. J'étais plus capable de voir personne. Réussir à me lever le matin, c'était un exploit. Heureusement que j'avais Sirius. Mais ouais. Et je me suis pas fait aider. Et c'était con. C'était très très con. Parce que je pense que si je m'étais fait aider, eh bien, mon burn-out aurait mis moins de temps à guérir. Parce que là, très concrètement, le burn-out, j'en suis sortie, je dirais, grosso modo, septembre de l'année dernière. À peu près. Donc voilà. On déconne pas avec le burn-out. Et le burn-out n'est pas un truc de faible. Mais ouais, c'est... Ouais, je suis une vraie tête de mule, en fait. Je suis une fucking bourrique. Et sans déconner, mais ne fais pas comme moi. Ne fais pas comme moi. Appelle à l'aide. Et même si c'est pour rien, appelle à l'aide. On s'en fout du pour rien, parce qu'en fait, le pour rien, il cache une vraie raison. Donc arrête de te juger. Arrête de dire que ton problème n'est pas un problème parce que en Somalie, on meurt de faim. Non. Rappelons-nous que l'exemple de la Somalie, c'est lié à ce qu'on disait quand j'étais gosse. Mais c'est pas parce que c'est la guerre en Ukraine, que c'est la guerre dans plein de pays du monde, que tout ça, ou qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups de leur mari ou de leur ex, que ton problème n'est pas important. Faut vraiment que tu comprennes ça. Si tu estimes que tu as un problème, parle-en. Perso, même si tu veux pas devenir cliente chez moi, si t'as juste besoin d'un peu de hauteur, on se fait un café papote, moi, il n'y a pas de problème. Tu vois un peu avec mes épisodes de podcast qui sont de plus en plus longs que parler, j'aime ça. Donc, si t'as juste besoin de prendre un peu de hauteur et de discuter,
mais tu m'envoies un message en fait. Tu m'envoies un message, on se cale un moment, on se fait un petit café papote de 20 minutes, et puis je te mettrai un coup de pied au cul. Voilà. Je te mettrai un coup de pied au cul pour que tu te fasses aider par la meilleure personne pour toi. J'espère qu'on a un deal. En tout cas, je te remercie pour ton écoute. Je vais te reposer la question du début. Sur une échelle de 1 à 10, finalement, à combien est-ce que tu évalues ta capacité à demander de l'aide ? Partage cet épisode à une personne à qui ça fera du bien de l'entendre et à qui ça fera du bien de se rappeler que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!